Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. 8h44, après 8 années gouvernées par la gauche social-démocrate, la Suède, terre de la social-démocratie, est en passe de connaître une révolution politique. La droite conservatrice, alliée pour la première fois. Alors je dis les populistes, va falloir qu'on affine un petit peu sur ce que sont ces démocrates de Suède. Ils sont donc aux portes du pouvoir à l'issue des élections législatives qui se sont tenues là-bas. Ça mérite qu'on s'y attarde parce que la trame politique d'arrière-fond de cette bascule suédoise, en réalité vous la retrouvez un petit peu partout en Europe, y compris en France. Et tout ceci se joue également à moins de 15 jours maintenant d'élections législatives en Italie. On retrouve une configuration assez similaire avec un attelage de droite. Et le cheval qui tire le plus fort, ce n'est pas la droite de Berlusconi, non, c'est celle de Giorgia Meloni, les Fratelli d'Italia, vous savez, très proches, qui viennent en fait des néo-fascistes. Tout ceci nous passionne et nous allons en parler avec François Calfon. Bonjour François, éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Mathieu Bock-Côté aussi est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Essayiste, auteur de La Révolution racialiste, autre virus idéologique, paru aux éditions Presse de la Cité l'an dernier. Pourquoi il faut regarder de près ce qui se passe en Suède, Mathieu ? On voit une recomposition. La recomposition politique suédoise se fait en accéléré dans un système électoral, il faut le dire, qui permet et accélère et favorise cette recomposition. C'est-à-dire que dès lors qu'on est avec un système électoral qui force les différents partis à entrer dans une logique de compromis à travers des grands blocs de partis, et dans ces blocs reste à voir lequel est le plus puissant, ils sont obligés de s'entendre d'une manière ou de l'autre. Ensuite, il y a une évolution dans le rapport aux démocrates de Suède que vous avez évoqué. C'était un parti marqué du sceau de l'infréquentabilité pendant longtemps. Créé par des néo-nazis mais qui a connu dans les années 80. Une mue assez totale. C'est assez fascinant de voir. C'est un parti qui s'est affranchi de ses origines, bien qu'on cherche toujours à l'y ramener. Ça, mais vous avez raison sur ses origines. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce parti lui-même est passé de l'infréquentabilité absolue à une forme de normalisation progressive. Et aujourd'hui, plusieurs se croient même appelés à coopérer avec lui. Parce que la logique souvent que les partis populistes en Scandinavie, c'est celle de du soutien, la participation, le soutien dit sans participation. Soutien depuis l'extérieur. Voilà, exactement. Comme on l'a vu au Danemark notamment. Donc on vous soutient, mais on ne participe pas au gouvernement. Et c'était le scénario dans la présente campagne. Et là, les démocrates de Suède sont tellement forts qu'on se demande s'ils ne participeront pas d'une manière ou de l'autre. Mais donc tout ça, c'est l'évolution des codes de la respectabilité politique et l'obligation pour les partis dits de droite d'intégrer la part populiste. Alors on va pas trop rentrer dans le marigot politique suédois parce que c'est un petit peu compliqué, mais on retient deux choses de cette histoire. D'abord, une idée d'union des droites, et puis l'autre chose, l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire comment expliquer qu'un parti qui faisait 1,5% il y a 20 ans fait plus de 20% aujourd'hui sur un programme très dur sur les questions de sécurité et d'immigration. Et ben voilà. Le multiculturalisme et l'immigration sont au centre du débat politique en Suède, François Calfon. Il faut quand même rappeler, puisque vous tentez de mettre la vaisselle cassée sous le tapis, que l'un est un parti issu de la fascination de Mussolini et l'autre un parti néo-nazi, avec avec un passé douloureux dans les deux pays. Vous parlez des Fratelli d'Italia, c'est ça Mettoli était une admiratrice de Benito Mussolini et ces néo-nazis étaient des admirateurs du nazisme. Enfin, c'est de là qu'on vient quand même. C'est bien de dire que tout ça c'est formidable, embrassons-nous Folleville, mais c'est... Je crois pas avoir dit ça. Non mais j'entends bien, mais on voit bien la couleur générale de votre propos. Alors ensuite, moi je ne crois pas que ce soit la question centrale, soit simplement l'éléphant de l'immigration. Ça existe, et d'ailleurs la première ministre sortante en a pris conscience. Et je salue, à mon avis il est tardif, je salue le virage réaliste, si j'ose dire, des sociodémocrates suédois. Au Danemark ils l'ont fait, en Autriche ils l'ont fait, et je rappelle qu'il y a quand même, en France c'est vrai que ça fait un peu étrange, il y a quand même beaucoup de social-démocratie qui sont à la fois dans les principes sociaux et à la fois finalement dans la fermeté sur les questions de sécurité ou d'immigration. Mais j'ai pas répondu à votre question. Me semble-t-il que la montée des populistes, puisque je suis d'accord qu'il y a une évolution populiste, c'est l'affaissement du consensus bruxellois en Europe. C'est-à-dire que la droite, qui a été largement associée finalement à un consensus européen, a tendance à s'affaisser. Alors en Italie, on voit bien que l'Italie hésite. D'un côté, c'était le gouvernement fasciste précédent, puis les technocrates de Mario Draghi, et on est dans ce consensus. Alors pourquoi le catalyseur fonctionne aujourd'hui ? Je pense que c'est un couple. D'ailleurs, en Suède, c'est le cas. La première ministre socialiste a demandé l'intégration à l'OTAN. Et là aussi, est-ce que c'est... Sur fond de guerre en Ukraine. Et les démocrates de Suède... Attendez, je termine ma phrase, même si je suis un peu long, mais je suis désolé, il faut quand même analyser. Et
l'hyperinflation qui sape les bases populaires du pouvoir d'achat et qui peut, dans un réflexe un peu rapide, être finalement imputé à Bruxelles et aux politiques du consensus. Bon, vous avez raison, il faut élargir un petit peu, il y a plusieurs raisons. Je suis désolé, j'essaie d'analyser. Mais alors, on est quand même dans cette situation. Bon, puisque vous entrez un petit peu, moi je vais le dire aussi, c'est que la première ministre suédoise, elle s'appelle Magdalena Andersson. Absolument. Son parti arrive en tête de ces élections législatives, elle fait à peu près 30%, c'est le plus haut score d'ailleurs enregistré par les sociaux-démocrates. Le problème étant que ses alliés traditionnels, les écolos, la gauche un peu plus radicale, eux sont extrêmement faibles, ce qui permettrait à cette union des droites de prendre le pouvoir. Alors, vous avez un peu balayé la question de l'immigration, François. On peut revenir, moi j'y reviendrai sur le fond. J'y reviens parce que ce qui se passe aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a 5 mois, vous avez des émeutes extrêmement fortes dans des quartiers très islamisés en Suède, et ça va frapper l'opinion publique suédoise. En fait, il y a 3 éléments. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un changement démographique majeur. Il faut voir une ville comme Malmö qui a changé complètement de paysage. Et pour peu qu'on ne croit pas qu'un pays est absolument indifférent à la population qu'il compose, ce changement démographique a des effets politiques. Plusieurs Suédois se disent, est-ce que la Suède est encore la Suède? Disons-le d'une forme de formule un peu dure. Ensuite, il y a la question des émeutes. Vous avez évoqué la question de l'insécurité en tant que telle. La question de l'insécurité est très réelle. Ce qu'on appelle les no-go zones avec le vocabulaire américain, ça existe en Suède aussi. Et le troisième élément, vous l'avez mentionné, c'est la question de l'islamisme. La question de l'islamisme qui progresse dans un pays. Il ne faut pas l'oublier, les pays scandinaves étaient des pays qui étaient soucieux, je dirais même pas de leur cohérence, mais de leur homogénéité culturelle. C'était des pays qui trouvaient la force de la social-démocratie dans ces pays, on a tendance à l'oublier, c'est la profonde unité nationale qui venait d'un pays très homogène culturellement. Dès lors que les conditions de cette solidarité s'effritent, dès lors que cette homogénéité culturelle s'est fracturée, et pas en quelques décennies, en quelques années, le mouvement de bascule a été très rapide. Ensuite, la Suède a payé particulièrement cher la vague migratoire de 2015, mais tout ça crée un choc politique et il faut une force pour être capable de le canaliser. On peut se désoler, soit dit en passant, que ce soit les démocrates de Suède. Je note que les sociodémocrates, eux, ont cherché à nommer cette réalité, à faire cette synthèse entre la social-démocratie et la protection identitaire. Je vais le dire, la première ministre social-démocrate a eu des mots qu'on n'aura jamais entendus dans la bouche d'un président ou d'un premier ministre en France. Elle disait après les émeutes, une telle ségrégation s'est installée en Suède que désormais le pays est compartimenté en sociétés parallèles. J'entends tout ce que vous dites, mais si vous voulez, le problème c'est que les Suédois, c'est des Européens qui nous ressemblent, donc on pense que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a un phénomène en Scandinavie qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'ils ont historiquement une démographie de la population endogène, si j'ose dire, qui est très faible. Et ils ont le plein emploi en même temps. Donc la Finlande, qui est le modèle à la page sociale de faire travailler ses seniors, ne le fait pas par vertu, le fait par nécessité. On maintient les seniors parce qu'il n'y a pas de mouvement migratoire. Comme les Allemands. Absolument, mais ils n'avaient pas la capacité, parce qu'il y a beaucoup moins d'immigrés qui veulent venir en Finlande que dans des pays, si je veux dire, comme la France, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Donc ils l'ont fait par nécessité. Et donc ce choix de l'immigration, vous dites, finalement c'est la dissolution culturelle, etc. Non, c'est un choix de nécessité économique. Donc quelle est l'alternative? Les choses, pour moi, finalement ne sont pas claires. Et d'une certaine manière, s'il n'y avait pas eu toute cette immigration, alors maintenant il y a des problèmes de cohabitation qui sont évidents. Moi, je les nie pas, je les ai jamais niés. Vous connaissez je ne sais pas où en serait finalement la Suède. Alors, ce modèle-là dysfonctionne. Le deuxième facteur, me semble-t-il, parce qu'on peut toujours stigmatiser la social-démocratie, mais vous ne l'avez pas fait, qui serait comme ça angélique, c'est que si un parti institutionnel qui se confond même avec la culture politique suédoise, c'est le Parti social-démocrate. Donc, quand vous avez une implosion de la droite dite classique, eh bien, c'est la droite populiste ou l'extrême droite qui prend le relais. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de déroute de la social-démocratie. Et attendons le second tour, parce que ce que j'en vois des experts politiques, c'est que cette coalition droite et extrême droite, c'est pas une vague qui va tout submerger, c'est pas clair. Les résultats finaux dépendront du vote des Suédois de l'étranger, évidemment. Enfin, on attend ça, ce sera dans la journée de demain, je crois. Alors, il y a un facteur qu'on doit garder à l'esprit, qui me semble essentiel, c'est à quel moment on considère qu'un parti dit populiste, qui quelquefois a des racines troubles, c'est les démocrates de Suède, il n'y a aucun doute par rapport à ça. À quel moment, on pourrait dire la même chose avec le RN en France, avec le parti de Mme Meloni en Italie, à quel moment on considère que ce parti a opéré une mutelle qu'il est désormais intégré au périmètre démocratique? Ou est-ce qu'on considère qu'il est à jamais marqué par ses origines? Moi, j'ai fait que rappeler les choses. Ça vous a dérangé, mais je pose la question parce que je vois d'un pays à l'autre la volonté d'intégrer ou non des partis qui ont quelquefois ses origines troubles, pour reprendre ici ce terme. D'un pays à l'autre, cette volonté change. À quel moment on se dit
il a suffisamment évolué, il chasse ses radicaux. À quel moment on considère que le cordon sanitaire doit tomber? Et ce que je constate, c'est que quelquefois, ce n'est pas qu'une question de morale et de vertu, mais je le disais plutôt, de système électoral. Le système électoral force quelquefois des gens à s'entendre au-delà de ce qu'ils croient être leur morale des circonstances. Si je puis me permettre, la façon parce qu'il y a un système juridique, il y a la façon dont les gens s'en saisissent. Jusque très peu en France, on apprenait qu'on avait un parlementarisme rationalisé et que quelque part le président décidait, donnait le cap et puis l'Assemblée soumettait sauf en cohabitation. Or, on n'a pas changé un texte de loi, mais on a basculé en cohabitation. Enfin, on a basculé avec un régime parlementaire en France, en réalité. Sans toucher à la Constitution. Et puisque vous dites jusqu'à quel moment, j'ai pas le sentiment que, par exemple, je refuse d'avoir des interlocuteurs du Rassemblement national ou qu'il y ait un cordon sanitaire. Et on peut même analyser de manière fine, ce qui est mon cas. François Calfon, je réponds à votre question. Tout le monde n'est pas comme vous. D'accord, et chacun fait ce qu'il veut. Mais on peut même analyser de manière fine. Et c'est clair, que M. Le Pen prend ses origines, le père prend ses origines dans l'extrême droite. C'était l'éditeur de chants de la Waffen-SS et qu'il était un admirateur assumé de Benito Mussolini. Oui, mais enfin, qui était le Rassemblement national de Marine Le Pen. Mais laissez-moi juste finir, je sens que ça vous dérange. Non, c'est pas ça, mais c'est vous renvoyer toujours aux origines. Et que Marine Le Pen, je le dis aussi, n'a jamais eu, à ma connaissance, finalement, des mots ou une pensée antisémite assumé, bien au contraire. Et pour autant, je pense son programme nocif parce que il est un programme du bouc émissaire. Voilà. Alors, on ne transposera pas le débat intégralement sur la France. Vous avez posé la question, donc j'ai eu l'honnêteté de vous répondre. Mais je constate simplement que cette espèce, c'est assez amusant, ce retour aux origines. Est-ce qu'on rappelle sans cesse à M. Mélenchon ses origines trotskistes? Est-ce qu'on rappelle sans cesse au Parti socialiste ses errements historiques? Il y en a eu quelques-uns. À un moment donné, il faut définir les partis en fonction du temps présent. Et le temps présent, le contexte d'apparition des partis populistes en Europe, il remonte davantage aux années 90, aux années 2000, qu'aux années 40 ou 50. Enfin, aux années 30 ou 40, pardonnez-moi. Et le contexte d'apparition, c'est la crise migratoire, c'est la dislocation des sociétés occidentales. Et encore une fois, quand on le voit en Suède, c'est un pays à fort consensus politique, mais aucun pays ne peut vivre dans un consensus politique permanent. Le besoin de l'alternance est consubstantiel à la démocratie. Il vient de se manifester. Le mot de la fin, moi, j'en appelle un socialisme du réel. Le socialisme du réel, c'est maintenir un modèle qui finalement fonctionne. La Scandinavie assure le bien-être de sa population, mais c'est aussi prendre en compte finalement des coups de canif dans le consensus social pour faire en sorte que les conditions du vivre ensemble soient réellement garanties. C'est-à-dire qu'on ne mette pas un bandeau, d'ailleurs ce que n'a pas fait la première ministre suédoise, sur les sujets du réel, comme l'insécurité. Les conditions du vivre ensemble, la cohérence culturelle, vous direz les Suédois. Merci Mathieu Bock-Côté, merci François Calfon. Débat très stimulant entre vous deux. Merci à tous les deux. 8h50.